Mais donc nous avons cette part de contrôle, parce qu'il faut bien sûr veiller à ce que les textes soient bien conduits, que les référentiels, les programmes soient menés comme il se doit. Mais ce qui est important, c'est que dans cette relation de contrôle, dans le dialogue que nous avons ensuite avec l'enseignant, parce que nous avons généralement de l'ordre d'une heure de discussion. 1 heure pour évaluer seulement? Alors, généralement, c'est 1 heure d'observation, enfin, c'est au moins 1 heure d'observation, et ensuite... Excusez-moi, mais pardon, moi ça me paraît très très peu, ça suffit. En 1 heure, vous avez la capacité d'évaluer vraiment le talent, le professionnalisme d'un professeur? Pour observer, oui. En fait, on voit très rapidement ce qui se passe dans la classe et comment l'enseignant construit son enseignement. Mais nous n'avons pas que cela. Nous regardons également les cahiers d'élèves, nous regardons également le cahier de texte, nous regardons... Voilà, il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent de voir le travail non seulement au moment où nous venons dans la classe, mais comment il est construit tout au long de l'année par l'enseignant. Donc ça, on a plusieurs éléments d'observation. S'il est un sujet récurrent dans le monde enseignant, c'est bien celui de l'inspection et de l'inspecteur. Récurrent et pesant, mais qui ne transparaît pas à l'extérieur de ce monde très fermé. Et pourtant, l'inspecteur hante, autant que les parents, la vie professionnelle et personnelle des enseignants. Le ministre de l'Intérieur dispose de ses policiers pour maintenir son ordre public. Le ministre de l'Éducation a ses inspecteurs de l'Éducation nationale, les IEN, que certains prononcent les IN. Mais si les policiers disposent de revolvers, sont de plus en plus armés, ont de plus en plus de droits, les inspecteurs de l'Éducation nationale n'ont finalement pas grand moyen à leur disposition. Et pourtant, ça marche. Sans exagérer, les rapports créés du fait de l'exercice d'un pouvoir qui est essentiellement psychologique par une personne sur une autre prend plus souvent qu'on ne l'imagine des aspects dramatiques ou kafkaïens. Il faut d'abord replacer l'inspection et son personnage, l'inspecteur, dans l'institution. Comme je l'ai dit maintes et maintes fois, le système éducatif est une chaîne de type industriel. Dans une chaîne industrielle et dans la succession de ces maillons ajoutés les uns aux autres, il est supposé qu'on aboutisse à un produit fini, conforme au modèle attendu par les prévisions et suivant un cahier des charges. Le résultat final dépend de la bonne réalisation prévue dans chaque maillon, cette réalisation dépendant de la bonne exécution des modes opératoires, de l'atteinte des objectifs de production par chaque opérateur. Ce qui exige que chaque secteur soit supervisé par ce qu'on appelle dans l'industrie un contremaître. Dans l'industrie, celui-ci est chargé de vérifier la bonne exécution des consignes par les OS, ainsi que de l'atteinte des objectifs assignés par l'entreprise. Son pouvoir, en principe, ne s'exerce que par rapport à ces deux champs. Il est en outre supposé, non seulement qu'il connaisse parfaitement les modes opératoires qui doivent être exécutés, mais aussi qu'il ait lui-même prouvé auparavant sa capacité à la fois de bien les exécuter, d'en avoir résolu les difficultés et d'avoir atteint chaque fois les objectifs qui lui étaient fixés. D'ailleurs, un bon contremaître est celui dont cette capacité d'ancien OS est reconnue aussi bien par sa propre hiérarchie que par ceux qu'il a à surveiller et à aider. C'est là que ça coince dans la chaîne éducative, démontrant par ailleurs sa stupidité conceptuelle. Les objectifs assignés à la fin de chaque maillon de la chaîne éducative, malgré tous les efforts des commanditaires, le ministère, n'arrivent pas à être déclinés en critères tangibles, donc contrôlables. Par exemple, pendant longtemps, on prenait comme base qu'à Pâques, tous les enfants de CP devaient être capables de lire un texte simple à haute voix. L'apprentissage de la lecture était censé être terminé à ce moment. Certains inspecteurs en faisaient le critère essentiel de leur jugement et de la note qu'ils attribuaient. En cela d'ailleurs, ils se comportaient bien comme les contremaîtres dont la chaîne éducative avait besoin, leur rôle étant de vérifier l'atteinte par l'exécutant d'un objectif assigné.
Or, tout le monde sait bien aujourd'hui, d'une part que les pièces passant dans l'atelier ne sont justement pas des objets, mais des sujets qui ne se façonnent ni de la même façon, ni suivant le rythme uniforme d'un atelier. J'emploie sciemment l'horrible terme de façonner. D'autre part, on sait que l'objectif en lui-même, par exemple lire à haute voix, n'est pas signifiant quant au bon déroulement de la chaîne. Il n'empêche pas l'illettrisme, sa vérification est factice, etc. Et enfin, on sait aussi que ce qu'on voudrait qu'il soit atteint ne l'est pas et devra se poursuivre dans les autres maillons, sans pour cela que l'on puisse déterminer à la fois les critères démontrant l'atteinte de l'objectif et les moments de cette atteinte. Et on continue à se poser la question, qu'est-ce que savoir lire? Et on ne peut y répondre que de façon complexe, incompatible avec sa faisabilité dans le découpage d'une chaîne tayloriste. Dans le fond, c'est une opinion. Bon. Essaye de répondre à mes questions maintenant, intelligemment. Veux-tu me citer un exemple de la dilatation des corps à la chaleur? Oui, monsieur. En été, les jours rallongent. Ah. Alors. Cite-moi un objet transparent. Une serrure. J'ai dit un objet transparent, c'est-à-dire qu'on voit au travers. Eh bien, une serrure, on voit au travers. Ou une échelle, alors. De mal en pis. Bon, la chaîne éducative a toujours été incapable d'indiquer à chacun de ses exécutants les modes opératoires à exécuter pour atteindre les objectifs assignés. D'où l'octroi de la fameuse liberté pédagogique. Il est risible de voir comment l'ensemble des enseignants se cramponnent à ce qu'ils croient être un droit à défendre, alors qu'en réalité, leur hiérarchie serait bien embarrassée si elle devait leur dire exactement ce qu'il faut faire. Quand un ministre s'y risque, son staff se dépêche de le tempérer et de faire marche arrière, n'ayant nullement envie d'endosser la responsabilité d'un échec massif. La liberté pédagogique, c'est « on veut que vous atteigniez tel objectif à tel moment, mais on est bien incapable de vous dire comment, débrouillez-vous comme vous pouvez, mais atteignez-le. » Notre inspecteur contremaître, nécessaire au bon fonctionnement de la chaîne, n'a jamais été choisi parce qu'il avait démontré de façon suffisante et dans une durée probante qu'il savait opérer pour atteindre les résultats attendus. Tout le monde sait dans la profession que les inspecteurs ayant été instituteurs, ce qui est devenu rarissime, se sont surtout dépêchés de quitter une fonction dans laquelle ils étaient mal à l'aise, sinon ils y seraient restés, y étaient même souvent en difficulté, tout simplement parce qu'il est plus facile et beaucoup plus valorisant, y compris financièrement, de n'avoir qu'à critiquer et même à conseiller, plutôt que de faire soi-même. Notre inspecteur ne peut pas juger de la bonne exécution des procédures, puisqu'il n'y en a pas d'explicite. Même faire apprendre mécaniquement le « be » à « ba » en suivant un mode d'emploi, ça ne marche pas. Il ne peut pas non plus évaluer les résultats de l'action du personnel suivant des critères établis et irréfutables, puisque ceux-ci n'existent pas, ou sont de l'ordre du subjectif, ou fluctuent suivant un grand nombre de paramètres. Conditions sociales, familiales, culturelles, paramètres inhérents aux personnalités de chaque enfant, à leur parcours personnel, aux écueils rencontrés, à leur propre rythme, paramètres inhérents aux conditions matérielles des classes et tous les paramètres inconnus. Il ne peut pas faire référence à son propre savoir-faire puisqu'il n'en a pas, ou alors si lointain et éphémère qu'il n'a que peu de valeur. Il a beaucoup de mal à se référer aux instructions de sa propre hiérarchie, celle-ci n'étant d'une part que de l'ordre du général et du contradictoire, instructions ministérielles, et d'autre part dépendant à leur tour de la subjectivité, de l'interprétation et des intentions plus ou moins politiques de l'échelon au-dessus de lui, les instructions des inspecteurs d'académie concernant l'application des directives ministérielles varient d'un inspecteur d'académie à l'autre, d'un département à l'autre. Lorsqu'il effectue sa fonction,
Notre contremaître, inspecteur d'éducation nationale de chaque circonscription, ne peut donc le faire en grande partie qu'à travers ses propres croyances sur ce que doit être, pour lui, un bon enseignant. Il ne juge plus que les personnes et leur conformité à sa croyance, à ce qu'il pense bien, et d'une façon qui ne peut être que subjective et pas très éloignée du jugement moral, bien ou mal. On est tous quotidiennement l'objet du jugement des autres. On pense tous quelque chose des autres. Mais ces jugements font partie de la subjectivité relationnelle dans laquelle on vit. Il en est autrement quand ce jugement est officiel, gravé dans un rapport, transmis à une autorité, ayant une incidence sur une carrière, des retombées financières. C'est votre meilleur élève. Ah, oui, c'est le meilleur. Vous savez, le niveau a beaucoup baissé. Hein. Et je vous verrai. Ah, oui. Je vais vous concocter un rapport, croyez-moi, il va être bien salé. Ah ouais. Et celui-là, il est bien salé. Alors, tout se passe. À la touche, pourquoi vous agressez monsieur l'inspecteur? Inspecteur? La touche. Oh, oui. La touche dans mon bureau. Ce n'est alors pas que la partie professionnelle de la personne qu'il touche, c'est toute la personne. Et les témoignages d'enseignants psychologiquement cassés par ces regards péremptoires rendus en à peine 1 heure sont innombrables. Avec comme conséquence les enfants laissés dans tous les cas à leur sort. Ce qui fait qu'une inspection se transforme très souvent en psychodrame qui devrait être comique s'il n'était si lourd de conséquences. C'est que notre contremaître est lui-même dans une situation psychologique peu facile. Ce qui justifierait qu'il puisse porter un jugement, donner des conseils, ce serait que l'on puisse lui accorder la qualité d'être supérieur de par ses compétences acquises. Puisque, en fait, c'est à ce seul titre qu'il intervient et qu'il détient ce pouvoir de jugement. Or, on vient de voir que rien ne lui confère cette qualité en dehors de celle d'avoir eu, peut-être, un peu plus de temps pour lire et apprendre les bulletins officiels de l'éducation nationale dont il est censé être la courroie de transmission. Ce qui d'ailleurs donne des résultats que Kafka ou Courteline n'auraient même pas osé imaginer. Si un ministre dit blanc, blanc devient la vérité pédagogique que l'on ne peut contester. Si le ministre suivant dit noir, imperturbablement notre contremaître proclamera que noir est la vérité pédagogique, tout aussi incontestable et qu'il fera sienne. Alors, comment paraître et être supérieur quand on ne l'est pas? En écrasant et en rabaissant ceux à qui on a affaire. Il n'y a pas beaucoup d'autres raisons pour tenter d'expliquer des conduites inqualifiables. Les anecdotes sont innombrables où, après une inspection, on retrouve un enseignant défait, une enseignante en pleurs dans la salle des profs. Pour alourdir encore le psychodrame, les protagonistes ne sont jamais sortis du système scolaire, leur profession en étant la prolongation. Ils restent constamment dans la configuration traditionnelle du maître et de l'élève, du soumis et de celui qui soumet. Le comportement des uns et des autres reste rigoureusement celui-ci. D'ailleurs, la sanction est la même qu'à l'école. Une note. Lorsque l'homme ou la femme à la petite serviette pointe son nez à la porte de l'école, il est d'usage qu'il soit accueilli par « Bonjour, monsieur l'inspecteur » ou « Madame l'inspectrice ». Dans les conférences pédagogiques ou ailleurs, les enseignants ne s'adressent à elle ou lui que sous ce vocable. Ce n'est pas une personne avec qui on peut discuter, c'est une fonction. Lorsqu'on parle entre enseignants de l'inspecteur, cela s'exprime toujours par « c'est un bon ou un terrible inspecteur ». Exactement comme on parle d'un bon ou mauvais maître, suivant que l'on est bon ou mauvais élève. Lorsqu'il y a un changement d'inspecteur, il suffit que ses croyances soient différentes de son prédécesseur pour que les bons et les mauvais changent de camp.
Tout a commencé alors que je préparais mon cours sur le Present Perfect. Quand soudain... Et là, j'ai appris le nom de mon inspecteur. Monsieur Pinchard. Pourquoi tu parles comme ça? C'est pas Voldemort. Pire! On raconte qu'il a une sorte de 6e sens. Son corps a été optimisé pour inspecter les profs. Œil de faucon pour détecter la moindre erreur. Visage impassible, tu ne sais jamais ce qu'il pense. Partout où il va, un vent glacial l'accompagne. J'avais pas le droit à l'erreur. Pour commencer, l'administratif. Les programmations, les projets pédagogiques, les cahiers de production des élèves, PPRE, PAI, la totale. Mes cours sont toujours super, mais pour le jour J, il fallait que ce soit mon chef-d'œuvre, ma chapelle Sixtine. Ensuite, briefer la classe en inventant des codes. À ce regard-là, Inès doit poser une question. Si je fais ce geste-là, c'est le silence complet. Puis le jour J est arrivé. Il n'est aucune profession qui reste à ce point au stade de l'infantilisation. Le comportement du chef le plus accepté, voire recherché, est celui du paternalisme. La contestation du jugement est toujours prise comme une contestation de l'autorité. Cette dernière s'entendant de façon rigoureusement identique à celle que l'on applique aux élèves. Mais beaucoup d'enseignants attendent aussi cette protection paternelle, mais contre l'extérieur. Or, ce n'est pas tellement les enseignants que les inspecteurs protègent, mais surtout l'institution. L'histoire de la chape de plomb sur la pédophilie à l'école est suffisamment horrible. Ce qui rendait encore plus irrationnelle cette panique enseignante, c'est que leurs contremaîtres n'avaient jusqu'à ces dernières années que très peu de moyens pour asseoir un pouvoir pédagogique qu'ils s'octroyaient et qu'on lui octroyait. Dès qu'un enseignant était titulaire, la seule arme dont disposait son inspecteur, c'était les phrases qu'il allait mettre dans un rapport et la note qu'il pouvait augmenter ou diminuer. Et encore, les syndicats avaient obtenu qu'il y ait une note moyenne correspondant à chaque échelon, celle-ci pouvant s'en écarter un peu en dessus ou en dessous. Cela avait une petite incidence sur la carrière. Les bons enseignants, donc ceux qui avaient été conformes aux attentes et aux croyances successives de leurs inspecteurs, allaient accrocher des promotions au choix qui les faisaient atteindre plus vite les salaires plus élevés. Et c'était tout. Les cas le plus graves se soldaient par des avertissements, puis un blâme, enfin par un déplacement d'office, et en toute dernière extrémité, le licenciement. Et là, il fallait carrément arriver à la pédophilie. Ce pouvoir assez fictif des inspecteurs, qui devait être intégré et accepté, ne pouvait s'asseoir que sur la production d'une crainte psychologique, une relation qui relève de la psychanalyse. J'ai été la bête noire de mes inspecteurs, tout simplement parce que dans ce qui devait être une confrontation que j'acceptais bien volontiers, je me positionnais comme le seul professionnel des deux sur le terrain. Professionnel qui en plus lisait attentivement les bulletins officiels. Et il est assez facile, avec un peu d'entraînement et surtout imperturbablement, de les mettre face à leur absence d'expérience lorsque vous renversez les rôles et que ce sont eux qui doivent contre-argumenter dans leur rapport. Oh, bien sûr, il faut alors dire adieu à la bonne note et à la promotion. Mais vous restez dans la place. Mon dernier inspecteur, qui était allé se plaindre à son propre supérieur, l'inspecteur d'académie, était ressorti de son bureau directement en arrêt maladie pour dépression nerveuse. Faut dire qu'à l'époque, ma classe unique était vraiment l'épine de sa circonscription, au moment où il aurait fallu que les classes uniques et leurs instituts disparaissent. Un autre de mes amis, lui aussi en classe unique, au cours d'une inspection, où un pourtant brave inspecteur lui soutenait qu'il ne fallait pas faire comme ci, mais comme ça, avait posé sa craie, pris sa veste et était sorti en lui disant « Eh bien, vas-y, fais-le, je reviendrai quand tu pourras me dire que ça marche. » Il faut dire qu'ils se connaissaient depuis le collège, d'où le tutoiement. Cet inspecteur a joué le jeu, tenu le coup jusqu'au soir, et a rappelé le collègue au téléphone pour lui dire qu'il jetait l'éponge et s'excusait. Bon, cas exceptionnel bien sûr, où les relations hiérarchiques étaient, pour une fois, basées sur l'intérêt des enfants.
Dans le mouvement Freinet, le conseil donné aux débutants était celui-ci. Lorsque tu sais qu'il doit venir t'inspecter, tu te renseignes sur toutes ses marottes. Jusqu'à ce qu'il passe, tu les fais. Et le lendemain, tu fais ce que tu veux, tu es tranquille pour 5 ans. Bon, je ne sais pas si tout ce que je raconte est vraiment caricatural. Bien sûr, il y aura toujours des inspecteurs qui échapperont à cette caricature, comme dans n'importe quelle corporation. Et je ne sais pas si aujourd'hui cela a beaucoup changé, ou si ça s'est empiré. Il faut noter quand même que les enseignants qui sont en butte depuis des décennies à leurs inspecteurs, voire même qui subissent ce qui est reconnu juridiquement aujourd'hui comme du harcèlement, sont dans l'immense majorité des enseignants qui portent un autre regard sur l'enfant, et non pas l'élève, qui essayent de pratiquer d'autres pédagogies plus ou moins libertaires, qu'il faut donc ramener dans la norme officielle. Pourtant, nous, enseignants, avons besoin de regards extérieurs qui aient d'autres grilles d'observation que les nôtres, qui sommes le nez sur le guidon. J'en ai eu beaucoup dans ma classe qui m'ont fait avancer. Parents, universitaires, journalistes, chercheurs, étudiants, éducateurs, enseignants. J'ai apporté moi-même ce regard extérieur, une autre grille d'observation à de nombreux collègues. Mais là, il ne s'agit plus du tout du jugement. Il s'agit alors d'ajouter un élément supplémentaire à tous ceux qui servent à un enseignant à analyser ou modifier ses stratégies. Ce qui se passe dans une classe ou une école est toujours d'une grande complexité. L'enseignant conduit ses stratégies par rapport à cette complexité. Le regard extérieur peut en éclairer un petit pan. Ce n'est alors qu'un outil s'il n'est rien d'autre que cela. Ce qui semblerait une fois de plus que du simple bon sens. Mais bien sûr, le système éducatif n'est pas fait pour que les enfants deviennent autre chose que ce que l'État a besoin qu'ils deviennent. Il faudrait alors déscolariser l'école, déscolariser son personnel, déscolariser les parents. Mais ce serait comme lorsqu'on veut dépolluer les sols et les plantes en continuant à pratiquer la même agriculture. Je dédie ce podcast à celles et ceux qui continuent de subir l'autoritarisme d'une hiérarchie. Nous allons avoir la visite de monsieur l'inspecteur aujourd'hui. Lorsque je vais poser les questions là, ceux qui connaissent la réponse là, ils lèvent la main droite. Ceux qui ne connaissent pas la réponse là, ils lèvent la main gauche. Vous n'avez pas dit qu'on vous parle, vous ne comprenez pas. Il faut qu'ils sachent que toute la classe connaît papier, que la maîtresse travaille, que vous êtes bien. En temps. Fixe. Repos. Attention. Toi là, pourquoi t'en as un liste comme ça? Méfie-toi, elle est...